Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se trouve au bord du lac Wakatipu, toujours en Nouvelle-Zélande, quelque part entre Queenstown et Frankton, qui sont deux villes qui sont séparées d'environ 7 km. Et là, je me trouve sur la piste en fait piétonne qui relie les deux villes avec un super panorama. Je voulais en profiter pour vous faire cette petite vidéo. Donc, comment investir dans l'immobilier quand on est expatrié, c'est-à-dire qu'on souhaite investir en France mais qu'on n'habite pas en France, on habite dans un autre pays, le tout sans se déplacer. Donc vous êtes peut-être dans cette situation, justement une situation d'expat, et vous avez quand même envie d'investir dans l'immobilier malgré tout ça. Sachez que tout d'abord, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Moi je l'ai fait personnellement puisque j'ai acheté 2 appartements à Toulouse en étant basé à Nouméa, c'est-à-dire à 22 000 km de là, sans me déplacer. Je peux vous dire que ça n'a pas forcément été facile, mais c'est complètement possible. Et donc je vais vous partager un peu mes conseils sur comment faire justement quand on n'habite pas en France et qu'on souhaite investir dans l'immobilier en France. Alors quand vous êtes expat et que vous souhaitez investir en France, il y aura 3 grandes difficultés. La première, bien entendu, c'est la distance. La deuxième, c'est que vous n'êtes pas résident fiscal français. Et la troisième, c'est que vous n'êtes pas payé en euros. Alors après, tout dépend parce que si vous êtes dans des statuts fonctionnaires, peut-être que vous êtes payé en euros. Donc vous avez peut-être une difficulté en moins. Donc première chose à gérer, la distance. Et la distance, elle va intervenir notamment dans la recherche de biens et les visites. Puisque vous, physiquement, vous ne pourrez pas visiter vos biens. Donc comment ça se passe ? Dans ce cas-là, il faudra que vous trouviez quelqu'un. Vous pouvez tout à fait repérer des annonces à visiter, à avoir des contacts à distance. Par contre, vous ne pouvez pas visiter le bien. Donc vous allez devoir forcément déléguer cette tâche. Donc déléguer cette tâche, il faudra trouver quelqu'un de confiance. Ça peut être une personne de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être un ami entrepreneur qui connaît exactement vos critères et qui va pouvoir visiter pour vous. Si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas de famille qui peut vous aider sur place, ou vous n'avez pas d'amis qui s'y connaît dans l'investissement immobilier, il n'y a personne qui peut vous aider sur place, dans ce cas vous pouvez très bien faire appel à un chasseur de biens. Alors les chasseurs de biens, c'est des gens qui sont vraiment spécialisés dans la recherche de biens en fonction de votre profil, de vos critères. Alors il faut savoir qu'il y a à ma connaissance deux fédérations des chasseurs de biens en France. Ils ont des sites internet, vous pouvez faire vos recherches et contacter des chasseurs de biens dans votre région. Après à vous de voir justement si passer par un chasseur de biens vous convient. En tout cas ça peut être une solution vraiment intéressante quand on est expatrié. Donc pour ma part, j'ai opté pour les 2 cas. Quand moi j'ai investi sur Toulouse, j'ai appelé un chasseur de biens en fait. Je l'ai contacté par Skype. Au départ je ne le connaissais pas. J'en avais entendu parler et écoutez, ça s'est très très bien passé. Grâce à lui, j'ai pu faire des très très bonnes affaires à distance, notamment un des 2 appartements achetés à peu près à moins 30% en dessous du marché. C'est-à-dire que c'est un appartement que j'ai acheté 70 000 € en 2e couronne centre de Toulouse, dans le quartier Compense, Caffarelli, pour ceux qui connaissent. Et c'est un appartement aujourd'hui qui vaut dans les 95 000 €. Clairement, j'ai pu faire une super affaire grâce à ce chasseur de biens. C'est un bien clairement qui n'aurait jamais vu le jour dans les annonces, puisque c'est un bien qui avait été proposé déjà dans un petit réseau de chasseurs, d'agences, qui m'a été proposé à moi justement en tant que client. Une fois que vous avez trouvé la personne qui vous convient, cette personne va se charger pour vous de faire passer une offre d'achat. C'est-à-dire qu'au moment que la visite s'est bien passée, vous avez fait un reporting, soit votre famille, soit le chasseur de biens, et après il faut aller très très vite parce qu'il faut faire très vite une offre d'achat, surtout si c'est une bonne affaire, parce qu'une bonne affaire en général elles partent vite. Vous pouvez faire ça par téléphone ou par email. Dès que votre offre est acceptée, la prochaine étape c'est la signature du compromis chez le notaire. Il faut savoir qu'une chose très pratique, c'est que vous pouvez tout à fait signer votre compromis et votre acte authentique par procuration. Et ça c'est vraiment excellent parce que ça vous permet vous à distance de pouvoir faire des formalités chez le notaire sans être présent physiquement. Il faut quand même quelqu'un
qui vous prépare et vous organise la procuration. Donc quelqu'un de votre famille, encore une fois, des amis, votre chasseur de biens. Et après, tout se fait à distance, par email. Le notaire vous envoie des documents à signer par email. Alors maintenant il y a des systèmes, des signatures électroniques authentifiées et aussi des systèmes, je dirais à l'ancienne, où on vous enverra notamment des documents officiels à signer et à renvoyer en format original. Donc au niveau du compromis, une chose très importante à faire, puisque comme vous êtes expatrié, vous êtes dans un pays potentiellement qui est très loin de la France et les courriers prennent du temps. Et ça, c'est une des difficultés à gérer. C'est-à-dire que faut savoir, quand vous allez demander votre financement à la banque, elle va vous envoyer les offres de prêt par courrier. Et par exemple, moi à Nouméa, le courrier entre la France et Nouméa, ça met à peu près 10 jours pour arriver. En express, ça va mettre à peu près entre 3, 4 ou 5 jours. Donc c'est relativement long. Et il faut prendre en compte ce temps dans le compromis, puisque dans le compromis, donc non seulement vous allez toujours mettre les clauses résolutoires habituelles, c'est-à-dire clause d'obtention du crédit, de tant de pourcents, de tant d'années, etc., qui vous protègent bien sûr au cas où si vous n'arrivez pas à obtenir un financement, mais il faudra aussi prévoir d'avoir un délai le plus important possible. Et ça, c'est à vous d'essayer de négocier au mieux avec le notaire et le vendeur, d'avoir le délai le plus important possible. Essayez de pousser au maximum 2 mois, voire 3 mois entre la signature du compromis et l'obtention des offres de prêt. Et également, je dirais, le délai qui sera indiqué, la date butoir pour la signature de l'acte authentique. C'est qu'ils roulent vite là, les vélos, dis donc. Donc voilà, tout ça c'est vraiment pour prendre en compte cet aspect distance et cet aspect temps qu'il y a quand on est expat. Le courrier va prendre beaucoup plus de temps, quoi. Donc après ça, l'étape l'une des plus délicates, je dirais, c'est le financement, la recherche de financement pour votre bien. Vous allez devoir contacter des banques qui prêtent aux expatriés. Et ça peut s'avérer assez difficile, puisque c'est pas la majorité de banques qui vont prêter aux expatriés. Il faut que vous trouviez une banque qui prête à quelqu'un qui n'est pas là physiquement, c'est-à-dire une banque qui va accepter d'ouvrir un compte pour vous sans que vous soyez là physiquement pour signer, parce qu'il y a beaucoup de banques qui travaillent à l'ancienne. Si vous n'êtes pas dans le bureau, dans leurs locaux à signer, ils n'ouvrent pas de compte, et donc vous pouvez faire de crédit. Deuxième critère, il faudra que vous trouviez une banque qui accepte de prêter à des non-résidents fiscaux. Et là encore, c'est pas la majorité des banques. Et enfin, il faudra que vous trouviez une banque qui accepte de vous prêter si vous n'êtes pas payé en euros. Donc moi, concrètement, j'ai eu ces 3 difficultés. J'étais pas là présent physiquement, j'étais pas résident fiscal et j'étais pas payé en euros, puisque à Nouméa, je suis payé en franc CFP, c'est le franc Pacifique, qui est certes indexé à l'euro, qui dépend complètement de l'euro, mais la banque il y a beaucoup de banques qui ne voulaient rien savoir. Donc moi, quand j'ai acheté mes 2 appartements, j'ai obtenu un financement dans 2 banques différentes, donc 2 financements, justement un pour chaque appartement. Pour le premier, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai eu au bout de la 3e banque, j'ai obtenu un crédit, une banque qui m'a très facilement prêté, qui a accepté d'ouvrir un compte à distance, qui a accepté de me prêter malgré que j'étais pas résident fiscal et malgré que j'étais pas payé en euros. Ça s'est super bien passé. Par contre, le 2e appartement, de mémoire, j'ai dû faire 22 banques. 22 banques, c'est-à-dire que tous les soirs, j'étais avec les banques au téléphone pendant 2-3 heures. Et parfois, j'ai fait beaucoup de dossiers pour avoir, une semaine après, des réponses négatives. Et donc ça, vraiment, ça a été la partie la plus difficile, la partie la plus compliquée pour moi, parce que franchement, j'ai cru au bout d'un moment que ça allait capoter, quoi. Que j'aurais pas assez de temps pour obtenir un financement. Mais je dois dire que finalement, mon acharnement a payé, puisque finalement, j'ai trouvé une 2e banque qui a accepté de me financer ce 2e appartement. Une autre option intéressante, si vous ne souhaitez pas galérer avec les banques, et ça peut être vraiment une bonne idée, c'est tout simplement de faire appel à un courtier.
un courtier à distance. Il y a même des courtiers qui sont spécialisés pour les expatriés. Moi, j'en avais contacté 2 d'ailleurs pour l'achat du deuxième appartement. Et il se trouve que l'un des 2 n'avait tout simplement pas trouvé de banque qui voulait me prêter, puisque j'étais expatrié, non résident fiscal et tout ça. Et l'autre a trouvé une banque, mais finalement, tellement tardivement, il se trouvait que c'était des conditions moins bonnes que celles que m'a proposé ma deuxième banque. Le courtier avait trouvé une solution, mais j'ai trouvé quand même une solution qui était meilleure pour moi. Ceci étant, clairement, je vous encourage de démarcher des courtiers pour vous aider à trouver un financement, parce qu'en tant qu'expat, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Bon, une fois que vous avez trouvé votre financement, là je dirais c'est gagné. Il ne reste plus qu'à justement signer l'acte authentique chez le notaire, toujours par procuration. Et après, il y a 2 choses encore qui vous restent potentiellement à faire, c'est les travaux, la gestion des travaux et la recherche de locataires. Pour mettre un locataire, regardez-moi ce paysage magnifique. Et donc là encore, votre famille, vos amis peuvent vous aider à faire ça. Et là, l'important, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui s'y connaît pour justement gérer les travaux à votre place. Je dirais le mot d'ordre, c'est vraiment de trouver quelqu'un, une personne de confiance, que ce soit pour gérer les travaux, que ce soit pour justement faire les visites et sélectionner des locataires, sachant que vous avez toujours accès au profil des locataires à distance, parce que vous avez forcément accès à leur dossier par email, et vous pouvez aussi leur demander un entretien Skype. Ça coûte rien de pouvoir les rencontrer avant de signer le bail. Voilà, peut-être que vous faites partie de tous ces gens qui n'ont vraiment pas le temps de gérer tout ça, mais que vous avez quand même envie d'investir dans l'immobilier. La solution qui peut être très intéressante pour vous, c'est justement de ne pas investir dans l'immobilier physique, mais d'investir dans ce qu'on appelle les sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI, dites aussi la pierre papier. Et ça, l'avantage en tant qu'expat, c'est vraiment justement des investissements qui sont clés en main, net de gestion. Concrètement, il faut que vous trouviez un gestionnaire de patrimoine qui propose des achats de SCPI, soit dans votre lieu de résidence en tant qu'expat, soit à distance sur internet. Et en fait, là, clairement, vous pouvez acheter des parts de SCPI à crédit très facilement, et je dirais, c'est votre prestataire qui va s'occuper de tout. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à chercher de biens, vous n'avez pas à gérer des travaux, etc. Là, c'est vraiment la société civile qui va s'occuper de la gestion du parc à votre place. Et vous, en tant qu'investisseur, vous achetez simplement des parts et vous avez en retombée, en rendement, les loyers, la part des loyers qui vous revient en fonction du montant de votre investissement. Et donc ce système d'investissement en SCPI, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant quand on est expat et qu'on n'a pas le temps de gérer justement un investissement physique à distance. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle touche à sa fin, heureusement, parce que j'ai la main qui est complètement congelée. Mettez un petit pouce si ça vous a plu, si vous avez pris des choses. Ça fait toujours plaisir et ça permet aussi que mes vidéos soient un peu plus diffusées pour aider aussi d'autres gens qui sont expatriés comme vous à pouvoir investir dans l'immobilier. Avant de vous laisser, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire de cette vidéo. Si vous avez un projet d'investissement immobilier et que vous souhaitez en discuter avec moi, c'est tout à fait possible. Il vous suffit pour cela de remplir le formulaire qui est en lien au niveau des notes de cette vidéo. Vous remplissez le formulaire, moi je vais recevoir un email de votre part et je pourrai vous proposer après un petit créneau pour qu'on fasse un échange Skype. Si vous avez des questions à me poser en live, des questions sur le financement, des questions sur la recherche de biens à distance, des questions sur l'investissement en tant qu'expat, n'hésitez pas, c'est avec plaisir si je peux vous aider. Et quant à moi, je continue ma petite randonnée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!